Mais comme pour faire un profil, injecter des profils de courant dans un modèle thermique, moi je trouvais ça pas, en comparant avec juste injecter un courant équivalent en créneau, il n'y a pas beaucoup de différence. J'ai choisi de le faire en créneau de courant au lieu de faire avec des profilés précis. Oui, ça je suis bien d'accord, oui. mais si je regarde donc, la figure 337 de votre mémoire, 318, je vois des profils qui ont une allure assez étonnante en fonction du temps. Et j'aurais bien aimé comprendre un petit peu d'où ça sortait. Donc peut-être qu'expérimentalement, des gens ont relevé le cycle nécessaire pour faire le passage de vitesse. Je ne sais pas d'où ça sort. Ah, cette courbe de couple en fonction de temps. Le couple en fonction du temps. Là. La figure 3,37. Oui, exactement. Ça, c'est pris de la thèse de Caroline où, en fait, c'est le profilé donné par peut-être par les cahiers des charges. C'est bien un temps en secondes qui est en abscisse. Ça me paraît des ordres de grandeur extrêmement importants. Les créneaux, ils sont plus petits que les... 400, non, c'est en millisecondes. C'est en millisecondes. 400, c'est 400 millisecondes. 160 et 400 millisecondes. Ok. J'attaque la dernière partie, quelques questions sur la dernière partie qui m'intéresse justement. Dans un premier temps, vous avez travaillé sur une comparaison des ondulations de couple. Oui. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est important quand on compare des machines, de savoir si les ondulations de couple, on veut atteindre un couple donné en valeur moyenne, l'ondulation de couple doit être prise en compte. Ma question, c'était pourquoi ne pas avoir fait une comparaison à isocouple? La comparaison, elle a été faite pour un courant donné, injecté. Oui. Pourquoi elle n'a pas été faite à isocouple pour se trouver sur un même point de fonctionnement de la machine? Oui. C'est vrai que ça, je n'y ai pas pensé, mais bon, pas en défense, mais au niveau de couple entre la machine synchro-reluctance, rotor segmenté et à barrière de flux, ils sont pas à des différences de couple très importantes. Mais c'est vrai que pour d'autres machines à rotor massif. Si on avait fait à isocouple, on aurait encore renforcé l'intérêt de la machine que vous avez utilisée par rapport aux autres solutions. Oui, ça aurait été un moyen de convaincre encore plus que c'est la bonne solution qui a été retenue pour l'application. Et donc une manière de diminuer l'ondulation de couple que vous avez proposée, c'est de travailler sur la géométrie, la partie ferromagnétique, en diminuant par exemple l'espace entre les... je donne des indications des parties influentes sur la pulsation de couple, mais pour le moment, je ne sais pas s'il faut diminuer ou augmenter. C'est des études d'optimisation. On aura un impact sur LD et LQ. Exactement, exactement. Donc c'est pour ça que je liste juste ces deux paramètres qui jouent, mais je ne peux pas dire qu'en diminuant, oui, parce que ça, directement, ça change le critère géométrique de la machine, donc modifier les inductances de la machine. D'accord. Donc après, vous avez utilisé un outil qui était déjà en place. Exact, pour la partie vibroacoustique. Sur cet outil, vous avez été uniquement utilisateur, il n'y a pas eu de développement particulier, vous n'avez pas cherché à savoir exactement ce qui se passait à l'intérieur? Si, j'ai été formé par donc le doctorant qui l'avait développé. Je ne connais pas tout en profondeur, mais de pouvoir l'utiliser et de savoir comment il a été fait, oui, je connais. Il y a des trucs qui me paraissent toujours un peu étonnants. Quand vous parlez de pression magnétique qui sont calculées dans l'entrepère, est-ce que dans l'entrepère, on a vraiment des forces? Non, on n'a pas... pas de force. Oui, donc exact. Quand on veut calculer un couple, on fait effectivement, on utilise le tenseur de Maxwell dans l'entrepère, pas de problème. Quand on veut calculer des forces qui vont déformer la structure, ça m'embête un tout petit peu plus de parler de pression dans l'entrepère. Oui, c'est la pression déduite
Et après, vous n'avez pas regardé un petit peu les méthodes qui étaient utilisées pour projeter les grandeurs magnétiques sur la partie mécanique. Tout ça, c'est des choses qui étaient intégrées Oui, dans l'outil. oui, c'était intégré dans l'outil. Il y a pas mal de travaux intéressants qui se font même encore actuellement sur ce genre de choses. Sur la projection des forces sur la mèche magnétique. Ok. J'avais encore une petite question sur les relevés qui avaient été faits pour les aspects acoustiques. Et visiblement, les mesures s'arrêtent à 1400 tours par minute. Mais c'est une estimation. La figure 430. 430. Oui. Les figures s'arrêtent à 1400 tours par minute. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé un petit peu plus haut en vitesse? Vous voulez dire cette figure-là? Voilà, cette figure-là. Oui. Qu'est-ce qui nous embêtait, qu'est-ce qui nous empêchait d'aller un petit peu plus haut en vitesse pour voir ce qui se passait? Non, ce qui nous embêtait, c'est le temps de simulation, tout simplement. Mais là, j'ai préféré juste de m'arrêter à 1400 tours minute parce que ça m'était suffisant pour, avec des discrétisations que j'avais fait, ça m'était suffisant pour aller voir des résonances à 25 kHz. Donc, je me suis arrêté à ce niveau-là. Parce que si j'aille un petit peu plus en haute vitesse, bon, bien sûr, je vais aller balayer plus de fréquences. Mais ce qui m'intéresse, c'est juste d'arrêter environ 25 kHz. Okay. Et vous avez fait un relevé de spectre au niveau acoustique. Oui. Vous l'avez aussi réalisé au niveau vibration, parce que vous ne l'avez pas intégré dans le mémoire. Oui, non, justement, non. Oui, justement, c'est qu'au niveau acoustique, on n'avait pas d'accéléromètre sur la machine pour pouvoir faire des relevés au niveau de... Parce que sinon, l'outil, ensuite, une fois que vous avez relevé oui, c'est le même grandeur. Non, oui. Donc là, c'est oui, c'est entre vibration et acoustique. Donc ce qui nous intéresse, c'est vraiment de voir les fréquences qui apparaissent. La comparaison aurait été plus directe puisque vous auriez eu exactement un Tout à fait. Oui, c'est pour ça que des fois, dans les échelles des niveaux de bruit ou niveau d'accélération, c'est en pourcent ou en dBV, mais ce n'est jamais en valeur absolue. Parce que là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la fréquence à laquelle les résonances apparaissent. Mais c'est vrai que le niveau de bruit, au niveau de bruit n'est pas tout à fait comparable au niveau de vibration. J'ai deux questions. Sur la partie mesure acoustique, vous avez utilisé un micro qui visiblement est très près de la machine. Est-ce que la position du micro va avoir un impact sur l'émission de la pression acoustique mesurée? Tant que c'est perpendiculaire au rayonnement, je pense qu'il n'y a pas d'impact. Parce que l'émission acoustique va être exactement la même. Il y a une symétrie parfaite en rotation de la machine. Il n'y a pas de particularité au niveau géométrie qui pourrait éventuellement faire qu'une direction serait privilégiée dans l'émission. Non, par rapport à une autre. Non, je ne pense pas, parce que la machine est complètement symétrique, il n'y a pas d'excentricité. Et dans les relevés que vous avez fait, c'était peut-être de vibration, c'est sûr. Il y a un pic donc, qui se retrouve à 2,2 kHz. Oui. Vous avez dit que c'est un mode mécanique. On reste un peu sur sa fin, puisqu'on ne sait pas trop d'où il sort celui-là. Est-ce qu'on peut avoir une explication, une piste qui nous dirait d'où sort ce mode à 2 kg? Justement, nulle part dans l'étude modale. Oui. Non, on n'a pas de piste. Est-ce que ça peut pas être lié aux conditions limites de la machine, qui n'est pas juste un stator, qui est intégré dans tout un bloc, des roulements, etc., qui fait que dans l'ensemble, on va avoir une résonance d'autres parties de plus grande, donc à des fréquences plus faibles. Oui. C'est une question que je me posais. Oui, ça peut venir des autres parties qui sont liées au banc.
Mais c'est vrai que là, comme on n'a pas pu le vérifier avec l'analyse modale, je me suis arrêté là. Donc, résonance mécanique qui vient de... on ne peut pas les chercher. J'ai sur les perspectives encore deux petits points. Donc, vous avez parlé de mettre en place des couplages entre les différentes physiques. Cette perspective me semble particulièrement intéressante. Si on regarde, c'est le slide 43, si on essaie juste de préciser un petit peu les couplages qui seraient nécessaires, est-ce que ce sont des couplages qui sont faibles? On va faire un calcul du physique, on va simplement intégrer dans le physique, ou est-ce qu'on va boucler, on va faire un couplage un petit peu plus fort? Quel type de couplage serait nécessaire suivant les blocs que vous êtes en train de connecter? En premier temps, bien sûr, on va déjà faire avec un couplage faible, mais je pense que sur toutes les physiques, il va falloir faire des couplages forts pour prendre en compte des aléatoires de la variation de toutes les physiques. Je calcule une température, ça oui. change la résistance, je refais un calcul avec mon modèle tout à fait. mécanique. Oui, pour regarder s'il est capable de faire les espaces de fonctionnement et revenir vers... Oui, il faut un couplage fort pour toutes les liens entre les mains. Oui, si le retour n'est pas négligeable. Non, 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 non. Pas toujours par contre, oui, par contre, peut-être entre le modèle thermique et la vibration, avec le type de déformation qu'on a vu sur la machine, on ne pense pas que la déformation va changer les lignes de flou. Ici, par exemple, on peut laisser un couplage faible. Par contre, thermique et électromécanique, c'est sûr qu'on ne peut pas laisser qu'un couplage simple. Et ma dernière question était sur l'intégration, ce que j'ai appelé des aspects commandes, l'aspect PWM. Est-ce que ce serait aussi une perspective à intégrer à l'étude, puisque visiblement, ça n'a pas été touché. Les fréquences PWM que vous allez retrouver, de découpage PWM, qu'on va retrouver les modes de cette petite machine. Oui, exactement. C'est grâce à cette PWM qu'on a pu aller chercher les modes. Mais oui, bien sûr, c'est un perspective très intéressant. Mais on pourrait se dire, je développe un modèle circuit de cette partie commande et je l'utilise pour venir faire mes calculs magnétiques, par exemple, et récupérer les distributions associées en intégrant le découpage. Oui, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été fait, mais oui, c'est un perspective intéressant et je ne pense pas que ce soit aussi difficile que ça juste pour intégrer dans l'alimentation les aspects, au moins des harmoniques de MLI. Mais après, intégrer complètement avec la partie commande, ça sera un autre sujet que moi, je ne suis pas spécialiste. Donc je m'arrête là pour la partie questions. Merci. Encore merci donc, pour le mémoire, pour la présentation. J'en profite aussi pour remercier les encadrants de m'avoir proposé de venir. Et je redonne la parole à M. Friedrich. Merci. Merci. Donc, on va continuer maintenant avec les examinateurs. Et donc là, je passe la parole à M. Daniel Begarny. Merci, Monsieur le Président. Donc, je m'associe à ce qui a été dit précédemment par les rapporteurs sur la qualité de la présentation. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié le rapport.